Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous a rejoint dans ce studio monsieur Olivier Pouls pour parler gastronomie. Salut Olivier. Bonjour, vous êtes prêt à commencer à faire chauffer le réveillon? J'ai l'impression que vous êtes venu armé ce matin. Ouais. Et d'ailleurs, depuis que je suis rentré dans le studio, j'ai l'impression que tous les regards se portent un peu sur l'assiette que j'ai devant moi. Ah oui, plus rien n'existe. Je vois de la bave à la commissure des lèvres. On a l'impression que c'est déjà le déjeuner. Vous les entendez, on est toujours avec Jean-Pierre Foucault, Hélène Manarino et Denis Brognard qui animent à partir de vendredi prochain Gladiators, le nouveau divertissement de TF1. Et alors on va parler un petit peu aussi des autres émissions que vous présentez, à commencer par celle-ci évidemment. Qu'est-ce que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence? Déjà on aurait une cabane. Ah! Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane? Non, pas du tout, non, c'est pas ça que j'ai dit. Un peu quand même. Non, je pense que... Votre fameux A, Denis Brognard. On l'entend d'ailleurs dans vos commentaires maintenant sur chaque saison. Vous en jouez un petit peu de ce A. C'était pas du tout un tic de langage, mais effectivement, aujourd'hui, j'en rajoute quelques-uns, des fameux A. Mais tout ça est parti de l'extrait que vous proposez et qui a été transformé dans un espèce de morceau musical qui a été vu des centaines de millions de fois sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est parti de là, mais on a tous des tics de langage, mais ça n'en était pas un. Mais je l'ai mis maintenant dans mes habitudes. Il y a quelques jours, c'était la finale de la 32e saison déjà de Koh-Lanta. Vous voyez encore combien d'années à la présentation de cette émission? Parce que c'est quand même costaud. Vous partez. J'ai un exemple. Jean-Pierre Foucault. C'est vrai. Il a quand même 54 ans de plus que moi, donc à un moment... Ça suffit maintenant. Ça suffit. Mais non, mais je me suis... j'ai toujours... Je pense que ça porte malheur que de dire « je sais quand je vais arrêter, je sais ». Bien sûr. Voilà. Jamais dire ça. Ce que je sais, c'est que j'ai aussi envie de prendre du bon temps, que je vieillis un petit peu, mais j'ai toujours cette passion, cette flamme pour ce programme qui me colle à la peau depuis plus de 20 ans maintenant. Donc c'est pas pour demain, en tout cas, de mon propre chef. Mais parce que c'est un grand investissement personnel de partir comme ça 40 jours par an, parfois 2 fois même par an, parce que je sais que vous avez déjà enregistré la saison suivante. Et d'autant que j'ai vu, contrairement à la légende, on vous imagine toujours dans un hôtel 5 étoiles. Et je vous avais dit dans une interview que vous viviez dans un Algeco sur la dernière saison, c'est ça? Mais sur les dernières saisons, parce que c'est vrai qu'on tourne aux Philippines et on a créé... C'est un endroit tellement perdu qu'il n'y a pas d'hôtel qui peut accueillir plus de 100 personnes. Donc on a créé une base vie. Et une base vie, c'est vous voyez, les abris de jardin en bois ou des Algeco. Des petites maisons de chantier, transformées. Vous savez, mais dans un Algeco, vous mettez un lit, un petit bureau, une salle de bain, une clim, et vous savez, quand vous avez tout ça plus Internet, finalement, vous êtes pas si mal que ça. Les Algeco Relais Château sont très bien. Franchement, très bien. On n'est pas prêt d'avoir Jean-Pierre Foucault sur Koh-Lanta. Non, mais c'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce sera une base vie aussi pour toute l'équipe de Miss France l'année prochaine. Bien sûr. On va partir là-dessus. Et alors, vous, Hélène Manarino, tous les soirs, vous parlez aux plus grandes stars de la politique, comme avec notre nouveau Premier ministre, par exemple, François Bayrou. Bon, vous coûtez cher, mais est-ce que vous bossez au moins? Ça avance ce prochain gouvernement? Écoutez, j'ai un très gros nom. Tony Estanguet, ministre des Sports. Je l'ai croisé hier, il m'a donné son 06. Il m'a dit, on se rappelle. Ça sonne. Salut, t'as envie de faire l'amour et tu recherches les femmes les plus chaudes de la... Oh le salaud, il m'a donné un faux numéro. Écoutez, tant pis pour lui, il fera pas partie de mon super gouvernement, voilà. Tant bien, je crois qu'il ne le voulait pas. C'est Canteloup, c'est pas simple comme exercice, Hélène Manarino, ce que vous faites, parce qu'à la fois vous devez lancer Nicolas Canteloup et en même temps vous êtes son seul public à ce moment-là. Exactement. C'est un numéro d'équilibriste. Oui, c'est une interview en fait. Une interview, c'est politique. Parfois, comme je ne sais pas, évidemment, je suis pas au courant des sketchs, je les découvre en fait au moment où je dois lui répondre. Parfois, je suis embarquée dans leur délire et il n'y a aucune limite. On parlait de liberté d'expression tout à l'heure et c'est Canteloup en est la preuve et j'en suis très fière justement de participer à ce programme par rapport à ça, surtout que l'actualité politique est dense, on le sait encore plus depuis le mois de juin dernier. Donc on s'amuse un peu avec tout ça et j'essaye en tout cas d'être la meilleure camarade possible, la plus juste, respecter l'actualité parce qu'on respecte avant tout évidemment les faits et ne pas aller trop loin non plus aussi parce que je viens de l'information et au tout début on en avait parlé d'ailleurs ici, c'était compliqué pour moi de me dire tiens jusqu'où je peux aller dans la blague et rester journaliste. Journaliste. Donc je me donne l'info et puis je me marre et tout ça et je prends vachement de plaisir. Ils sont très très forts d'ailleurs. Et ça marche toujours très bien, c'est Canteloup le soir sur TF1. Écoutez ça maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Cindy. Waouh, quelle ambiance, quelle soirée pour cette élection 2025. Et Jean-Pierre, quelle veste. Merci beaucoup.
Ne m'appelez plus Jean-Pierre, appelez-moi Boule à Facette. C'est vrai que vous étiez absolument magnifique dans cette boule à facettes. Une idée du président de la société Miss France. On va faire une arrivée un peu particulière du plafond. Au départ, il voulait me mettre dans une immense boule à facettes carrément, au plafond, descendre, mais c'était un peu compliqué de fabriquer une boule à facettes qui puisse supporter un poids respectable. Donc, je suis descendu depuis une nacelle, sauf que ils m'ont fait faire une veste à ma mesure. Je crois qu'ils l'ont fait faire en Europe, quelque part, en Pologne, je crois, qui pesait 25 kilos. Ah oui. Donc, alors, c'est bien agréable d'avoir une veste de 25 kilos, mais je l'ai gardée 5 minutes. Oui, c'est ça. Après, j'ai passé mon smoking traditionnel. Et ce sera bien pour Noël, pour les fêtes. Bien sûr. J'ai éclaté de mille fois. Tu l'as gardée ou pas, la veste? Non, elle est partie au musée des Miss France. D'accord. Et alors, on était lundi justement avec Miss Martinique, devenue Miss France 2025. Est-ce que vous aviez misé sur elle ou pas spécialement? Mais comme chaque année, je me trompe. Donc, vous le savez très bien. Donc, cette année encore, la tradition a été respectée, je me suis trompé. Et vous aviez dit que vous alliez arrêter Miss France quand Miss Provence serait élue, donc ça sera encore vous l'année prochaine, du coup. Peut-être. Parce qu'attention, il y a Miss Nord-Pas-de-Calais à chaque fois. Elle gagne beaucoup, Miss Nord-Pas-de-calais. Et moi, j'adore, pendant qu'on parle, Olivier est en train de faire les petites tartines, c'est mignon. Soigneusement, je vous écoute en même temps. Avec un service européen magnifique. On a mis les petits plats. De toute façon, quand Jean-Pierre vient, c'est foie gras obligatoire. Bien sûr. Tu ne te déplaces pas s'il n'y a pas de foie gras. En tout cas, je l'ai trouvé formidable, moi, cette Miss France, très à l'aise au micro. Je me dis, elle va pas tarder à nous piquer notre boulot, elle aussi. Et à propos de piquage de boulot, Denis Brognard, j'ai vu que vous alliez remplacer Camille Combal à la Famille en Or. Mais vous êtes très bien informé. Enfin, je vais le remplacer ponctuellement, de manière très éphémère, sur une émission. Voilà, où lui sera candidat avec des membres de sa famille. Ah, c'est drôle. Voilà, donc je me suis beaucoup amusé à faire cet exercice qui est évidemment un exercice très éloigné de ce que j'accomplis habituellement. Ouais, c'est la première fois. Gladiator, on le rappelle, ça commence vendredi 27 décembre à 21h10 sur TF1. Et alors, vous avez tous les trois un point commun absolument fondamental, je le disais tout à l'heure, c'est que vous êtes tous les trois passés par Europe 1 à un ou plusieurs moments de votre vie. Vrai. Et j'ai des archives intéressantes à vous prouver dans un instant. Bon, moi je vais y aller alors. Culture Média, 9h30, 11h sur Europe 1. Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Jean-Pierre Foucault, Hélène Manarino et Denis Brognard ce matin. Et alors, comme la plupart des gens de qualité dans ce métier, vous êtes donc passés tous les trois par Europe 1 à un moment de votre carrière. Et alors, celui qui était à la fois le premier et le dernier, c'est Jean-Pierre Foucault, puisque votre carrière sur Europe 1 s'étale de 1967 à 2024. Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Jean-Pierre Foucault. Eh bien, ça y est, j'y suis. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. J'y suis uniquement pour 5 jours, pendant les vacances de Thomas, je vous rassure. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Pierre. Les traditions sont respectées. Faut quand même qu'on dise un mot de ça, parce que vous m'avez fait un beau cadeau, Jean-Pierre, en me permettant de partir une semaine de vacances en avril. Comment vous l'avez vécu, vous ? Très bien, parce que de retour dans cette maison que j'aime, qui a été pas tout à fait ma première maison, puisque je suis resté d'abord 6 mois à Radio Monte-Carlo avant de me faire virer. Mais j'ai appris mon métier à Europe numéro 1. C'était Europe numéro 1. En 67. Et pas Europe 1. Et le fait que vous ayez eu la gentillesse de me proposer de prendre votre place pendant 5 jours, j'étais très heureux. J'ai rajeuni comme ça pendant. Qu'est-ce que vous faites aux prochaines vacances de Pâques ? Alors, justement, et qu'est-ce que vous faites vous tout l'an prochain ? Je vais arrêter de poser des questions. Et alors, j'ai regardé en 67, vous présentiez les petits matins d'Europe 1. Avec André Verschuren. Le roi de l'accordéon, ça s'appelait le roi de la musique pop. Et vous avez aussi animé un autre concept que je trouve génial avec Maryse, la Pepsi Boom. Racontez-nous l'idée de ce truc. Pepsi Boom, c'était très simple. Le sponsor, c'était une marque de soda. Boisson de soda, voilà. Une boisson, machin. Et on demandait aux gens de nous écrire. On tirait au sort une lettre et on allait chez la personne faire une boum, on apportait les disques. C'est son côté boule à facettes de Miss France. Les disques, on apportait la nourriture qui était faite par un grand traiteur. Une star, mais elles sont toutes venues. Genre Johnny Hallyday est venu chez les gens. France Gall, tout le monde est venu. Et on arrivait donc chez les gens, on installait la console d'Europe 1 et entre 23h30 et 1h du matin, on faisait une c'était absolument génial. C'était la force de la radio à l'époque, c'était exceptionnel. Je vais avoir 35 ans au mois de juillet, si Jean-Pierre peut venir me faire Pepsi Boom, ce serait mon rêve. Et le slogan, pour la petite histoire, c'était Pepsi, ça faisait boom. Malheureusement, c'est tombé en plein mai 68. Ah mince. Et je me souviens, un samedi, le Premier ministre, Georges Pompidou, a parlé,
Donc on a coupé l'antenne, il a dit qu'il reprenait la main pour essayer de rétablir la situation. Et à la fin du discours de Georges Pompidou, ils ont envoyé un jingle, et Pepsi, ça fait boum. Alors que ça faisait boum un petit peu partout. Moi, ce qui me fascine, parce que j'étais en train de calculer, c'est-à-dire que quand tu commences à Europe, t'as 20 ans. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, ce serait impensable de commencer à 20 ans dans une grande maison comme ça. En télévision. Je commençais à RMC, j'avais 19 ans. Bah ouais, c'est fou, hein. On donne plus assez sa chance aux jeunes. Vous avez raison de le dire. Merci beaucoup. Et alors vous aussi, Hélène Manarino, vous avez un lien particulier évidemment avec cette station Europe 1 et particulièrement avec cette émission Culture Média. Alors la grande Sophie, passons à présent au dernier disque, celui de la vie d'aujourd'hui, celui que vous écoutez en boucle, marqué par la sculpture, la peinture, le dessin, l'écriture, le bricolage, tout, votre ricoré le matin, le côté pas moderne vous fait rire. C'est glamour la ricoré. Totalement, ça envoie du rêve. Vous aimez parcourir aussi Paris en vélo, surtout depuis le confinement. Vous détestez lire des notices. L'administratif et les rendez-vous à la banque vous stressent plus qu'en concert à l'Olympia. Oui, c'est vrai. Vous adorez acheter des marionnettes de doigts. Alors la grande Sophie, vous avez été mon dernier portrait inattendu de cette émission. J'ai été ravie de le faire. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais bravo. Voilà. Ce sont des larmes de joie aussi, parce que c'était une joie de faire tous ces portraits. C'était une joie, et comme quand on aime les choses, on n'aime pas les quitter. J'aime pas voir les gens pleurer, moi. Voilà. Et je vais pleurer, il est 10h18, sympa, merci. Mais c'était joli cette émotion sur Europe 1 pour votre dernier portrait inattendu. Vous en avez fait plus de 400 dans cette émission pendant 2 ans. Et alors vous pouvez le dire maintenant, il y avait l'émotion évidemment d'arrêter, mais peut-être le soulagement aussi d'arrêter de passer 36 coups de fil par jour pour trouver toutes ces infos, parce que c'était costaud comme boulot. Ouais, ça ne s'arrêtait jamais, même pendant les repas de famille. Voilà, j'étais concentrée sur mon portrait, pour respecter aussi les proches des invités, parce qu'ils se confiaient beaucoup à moi, donc j'avais envie de respecter, leur dire, etc. Et puis un petit soulagement au départ, et puis quand même un pincement au cœur de le quitter, ce portrait, parce que il fait toujours partie de moi. J'en parle très souvent, ouvertement. Voilà, je vous dis pas, ça me manque beaucoup. J'ai envie d'en refaire, et je remercie Europe 1 de m'avoir laissé en tout cas cette chance pendant 2 ans. Vous avez parlé de Nadia Milosevic tout à l'heure, donc je voudrais la remercier aussi, parce que c'est elle qui a cru en ce portrait en premier. Et puis voilà, non, c'est super, c'était des grandes émotions, des grands moments, et j'espère que ça reviendra. Et un jour, je ferai celui de Jean-Pierre Foucault et de Denis Brognard, parce que je sais déjà des choses. Non, c'est vrai, moi j'étais très déçu, parce qu'une fois j'étais venu ici, et Hélène était en vacances. Oh là là. Et alors, moi j'étais très déçu, elle m'a jamais rien demandé. Un petit portrait, Jean-Pierre, non ? Non, pas question. Et vous aussi, alors, Denis Brognard, vous avez parlé fort dans le micro d'Europe 1. Écoutez ça. L'entrée dans la dernière ligne droite dans quelques instants, alors que Samuel Matete est en train de revenir. Samuel Matete, Stéphane Diagana qui est devant, Stéphane Diagana qui est en tête à l'entrée de la dernière ligne droite. Stéphane Diagana qui va peut-être devenir champion du monde. Stéphane Diagana devant Brian Bronson, le dernier obstacle. Stéphane Diagana est toujours devant, il faut qu'il tienne. Stéphane Diagana va gagner le titre mondial. Stéphane Diagana est champion du monde. 47 secondes et 72 centièmes. Quel retour pour Stéphane Diagana. 4 août 1997. C'est dingue, parce que ça m'avait permis de gagner le micro d'or, cette course. Vous aviez 30 ans à l'époque. Exactement. Mais moi, j'ai une histoire incroyable avec Europe 1, et je voudrais saluer un monstre d'Europe 1, Eugène Sacomano, parce que j'étais encore étudiant en école de journalisme, et j'étais allé à une conférence sur l'histoire d'Europe 1 après la sortie d'un livre qui était écrit par un journaliste à l'époque de l'Événement du jeudi sur toute l'histoire d'Europe. Et j'étais allé voir Eugène Sacomano, et je lui avais dit, je rêve de travailler à Europe 1, c'était le carillon. Europe 1, c'est toute mon enfance, c'est mes parents, c'est la salle de bain, etc. Et Sacomano me dit, vous êtes de Caen, vous êtes là-bas, à Radio France à Caen, ça m'intéresse, je voudrais que vous puissiez faire le multiplex de foot pour nous à Europe 1. Je sors de là, je me dis, il dit ça à tout le monde, et je ne lui envoie ni cassette, ni CV. Et je lui avais laissé sur un bout de papier mon numéro de téléphone, fixe évidemment à l'époque, il m'a rappelé. Bonjour, c'est Eugène Sacomano, je n'ai encore rien reçu. J'ai pris mon vélo, je suis allé à Jean-Michel Apathy, dis donc. Rue François 1er, et je me suis retrouvé face à lui, et 5 jours après, je commentais Caen Saint-Etienne. C'est une super histoire, et ce ne sont que de bons souvenirs. Les Marseillais sont formidables. Mais c'est marrant, parce qu'on a parlé tous les 3 d'Europe 1. Même s'il est de Nîmes. Il est de Nîmes au départ, Eugène. Non, mais laissez-le parler de Marseille. Il était journaliste au Méridional. Et on en a tous parlé, avec beaucoup d'émotion dans nos yeux. Je voyais les yeux de Denis Brognard très émus. Jean-Pierre aussi. Donc c'est vrai que c'est une station, en tout cas, où on garde tous un très bon souvenir. C'est bien.